Alors moi, je vais vous parler des tumeurs du rein et en un quart d'heure, c'était impossible de faire les tumeurs solides, les tumeurs kystiques, le bilan préopératoire. Et j'ai choisi de revenir à un problème essentiel qui est celui de savoir est-ce que c'est une boule dans le rein qui est inquiétante, est-ce que c'est une boule solide ou est-ce que c'est une boule liquide. Là, ce sont mes conflits d'intérêts puisque je travaille beaucoup avec les différentes sociétés d'échographie. Alors ça, c'est un problème qui est croissant de trouver une boule dans le rein parce qu'on fait de plus en plus d'échographies, de scanners, mais le problème, c'est qu'on les trouve de façon fortuite et le plus souvent sur un examen qui n'est pas du tout adapté à voir cette boule qui est dans le rein. En effet, c'est un scanner, un TAP d'un bilan de douleur, de constipation ou de carcinologie autre que rénale. C'est un patient qui se plaint d'un bilan hépatique perturbé pour lequel on fait une échographie standard. C'est une IRM lombaire. La dernière fois, c'est une IRM lombaire qui voit une boule dans le rein. Donc évidemment, on ne sait pas très bien quoi en faire. Et en fait, cette question solide kystique, est-ce que c'est une boule qui m'embête? Eh bien, elle apparaît à de très nombreuses reprises. Alors, on va revoir juste parce que je pensais que c'était important de redétailler les choses, les différentes modalités qu'on a aujourd'hui, pas celles d'hier, mais celles d'aujourd'hui. Alors, on a d'abord l'échographie, et cette échographie, elle a beaucoup évolué. Je pense que vous voyez aujourd'hui sur un examen de bonne qualité qu'on peut caractériser des kystes de 3 à 4 mm. On a des traitements d'image de plus en plus performants pour identifier ces kystes typiques ou les masses kystiques, ou encore évidemment, quand on est capable de dire que c'est un kyste, on est capable de dire que c'est solide. Et on voit que les technologies, les modes harmoniques, seconde harmonique, triple harmonique, les modes de micro-Doppler, regardez ça, c'est une petite masse considérée comme kystique. En Doppler couleur, évidemment, il n'y a aucun flux dedans, on est tranquille. Et quand on passe en micro-Doppler, on s'aperçoit que c'est une tumeur solide avec plein de vaisseaux tout autour et à l'intérieur. Donc, la technologie évolue et on a bien évidemment l'échographie de contraste. Et si vous regardez la sensibilité de l'échographie de contraste par rapport au Doppler couleur conventionnel, vous voyez quasiment 20% de plus de sensibilité pour caractériser les masses du rein, en particulier donc les masses kystiques. L'échographie de contraste est devenue un outil majeur, même si il n'y a pas d'indication à l'injection, enfin d'AMM pour l'utilisation du Sonoview, puisque c'est le seul agent disponible en France pour l'échographie de contraste dans le rein. Néanmoins, elle est disponible. Il y a de très nombreuses études, recommandations internationales, européennes et de la Société mondiale d'échographie pour dire que c'est un outil majeur pour la prise en charge des masses du rein. Les doses injectées sont extrêmement faibles. Le taux de complication, c'est au moins 10 fois inférieur au taux de complication des agents pour l'IRM. Il n'y a aucune toxicité rénale, aucune toxicité macrovasculaire, et les accidents allergiques sont exceptionnelissimes. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la technique la plus sensible pour voir des vaisseaux dans une masse rénale ou dans un rein. Et donc, grâce à cette excellente valeur prédictive négative, on va pouvoir éliminer les masses solides dont on ne sait pas très bien si elles prennent le contraste ou pas, et en particulier donc les cancers tubulopapillaires ou les lésions hémorragiques dans lesquelles on ne sait pas très bien quoi faire. Alors regardez, ça c'est un exemple très intéressant d'une masse de ces nouveaux cancers du rein qu'on appelle les carcinomes papillaires à stroma myxoïde. Vous voyez, c'est blanc en T2, c'est noir en T1 après injection, c'est un kyste. Mais si vous avez l'œil, vous voyez que c'est discrètement hétérogène en T2. Et donc, on va injecter le produit de contraste. Vous voyez que ce n'est pas du tout kystique. C'est une tumeur qui est pleine, qui est charnue et qui prend le contraste, certes beaucoup moins que le rein alentour, mais ça prend le contraste. Donc, ce patient qui était suivi pour son kyste et qui avait eu un examen puis un deuxième par hasard, mais c'est en fait, il a été opéré d'une tumorectomie pour cette lésion rénale. Bien entendu, comme cette technique elle est très sensible, elle va voir des vaisseaux là où le scanner ou l'IRM n'en voyait pas. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle invente les vaisseaux. Donc ce n'est pas une surstadification. C'est plutôt le scanner et l'IRM qui proposent une sous-stadification de ces lésions. Alors le scanner, c'est véritablement notre outil majeur pour les masses rénales. Ça, je crois que c'est vraiment, et ça le reste, malgré l'IRM, les nouvelles IRM à 3 Tesla, 7 Tesla, 12 Tesla. Mais non, c'est le scanner qui reste vraiment la technique de référence pour les reins. Mais il faut que le scanner soit bien fait. Et regardez la dose de produit de contraste qui est injectée sur le compte-rendu. Ça, c'est quelque chose auquel vous avez véritablement accès. La dose qui est recommandée, c'est 2 ml/kg, c'est-à-dire au moins 120 à 130 ml de produit de contraste iodé à 350 mg d'iode par millilitre. Si vous n'avez pas cette dose, eh bien, toutes les tumeurs du rein solides hypovascularisées seront des kystes atypiques.
Et là, on a encore reçu un patient avec 3 masses rénales de 5 cm étiquetées kystes et qui étaient des cancers, 3 cancers papillaires de 5 cm sur un seul rein. Donc c'est très important de relire votre compte-rendu, de regarder comment c'est fait. Un scanner qui n'a pas de phase avant injection de produit de contraste et de phase au temps de la néphrographie tubulaire, qui n'est pas le temps portal. Hein. Le temps de la néphrographie tubulaire, c'est 15 secondes après le temps portal, et c'est ce moment où le rein devient complètement homogène. Si vous voyez du blanc et du noir, de la médullaire noire et du cortex blanc, c'est trop tôt pour aller mesurer une densité, et il y a plein de lésions que vous allez considérer comme des masses kystiques et qui sont en fait des tumeurs solides. Et ici, vous avez un bel exemple avec cette masse qui est 32 UH avant injection, 40 UH après injection. Donc là, on n'a pas de prise de contraste. Et pourtant, si vous attendez suffisamment longtemps, 58 UH, c'est un cancer papillaire. Donc ça, c'est très important. Dans les nouvelles évolutions technologiques, on a la double énergie, mais la double énergie n'est pas, pour l'instant, devenue la technique de référence. Elle va certainement se développer avec les nouvelles générations de scanners qui arrivent seulement maintenant, donc je ne peux pas vous en parler et vous donner des informations à ce sujet. Alors, le problème de ces limites, de ce scanner, ce sont ses limites avec les artefacts de rehaussement. En effet, une tumeur ou une masse, même non vascularisée comme un kyste dans le parenchyme, va voir sa densité augmenter. Vous voyez ici de 9 à 25, tout simplement parce qu'elle est entourée d'un tissu qui prend intensément le contraste. Il y a évidemment les problèmes d'irradiation, de résolution en contraste inférieure à celle de l'IRM et les contre-indications aux produits de contraste iodé. Alors l'IRM, c'est certainement devenu une technique majeure pour le diagnostic des tumeurs du rein, surtout quand on ne sait pas très bien ce que c'est. Et il faut véritablement un protocole dédié avec des temps sans injection, après injection de produits de contraste, et puis surtout maintenant, systématiquement, des séquences en pondération T2 avec saturation du signal de la graisse et des séquences de diffusion qui ont pris aujourd'hui une importance majeure pour voir les petites tumeurs. Parce qu'en effet, vous allez pouvoir prendre en charge un patient qui présente une belle tumeur du rein, et si vous ratez les 2 ou 3 petites tumeurs qui sont au pôle inférieur alors que vous êtes intéressé au pôle supérieur, mais la prise en charge du patient n'est pas optimale. Donc cette IRM, aujourd'hui pour l'abdomen, et l'IRM de référence est le champ de 1,5 Tesla. Le 3 Tesla, c'est mieux, c'est toujours mieux. Hein. Plus c'est grand, plus c'est beau, plus c'est gros, plus c'est mieux. Mais en pratique, eh bien non, les 3 Tesla, pour l'instant, ne s'imposent pas parce qu'elles sont très sensibles aux artefacts. Donc pour certains patients, le résultat est supérieur. Mais pour des patients dont l'examen est limite, et on considère qu'il y a à peu près 20% d'examens qui sont techniquement limités dans l'abdomen, eh bien on risque de se tromper dans le diagnostic. Et puis évidemment, on a toujours nos limites en IRM. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un kyste typique ? Eh bien, un kyste typique, je vous ai refait la liste avec chacune des techniques, mais c'est très important d'avoir une dénomination très précise, des critères qui sont parfaitement précis et auxquels il faut se référer. Et je ne vais pas les reprendre tous les uns après les autres, mais retenez que c'est un « et ». En échographie, c'est une masse arrondie anéchogène avec renforcement postérieur et sans cloison, sans paroi, sans calcification, sans signal Doppler, et si vous injectez, sans prise de contraste. Donc ça, c'est très important. Tous les « et » sont tout à fait critiques. On a aussi le diagnostic typique des masses solides, et celles-là, elles ne posent pas de problème parce qu'elles prennent intensément le contraste, elles présentent des signaux Doppler, elles sont bien solides et hétérogènes en échographie, en IRM ou au scanner. Et encore une fois, ce sont les « et » dans ces techniques et dans ces explorations qui sont tout à fait essentielles. Mais il y a beaucoup de tumeurs dont on ne sait pas très bien ce que c'est. D'abord, déjà, est-ce que c'est solide ou kystique ? Parce que cette étape est la première étape de la caractérisation. Et on va définir une prise de contraste au scanner, ça c'est un chiffre qu'il faut absolument retenir, comme une élévation de l'atténuation ou de la densité de plus de 20 unités Hounsfield. Ça c'est tout à fait critique. Aujourd'hui, on est tous d'accord, c'est 20 unités Hounsfield. Les masses kystiques, je n'en parlerai pas parce qu'elles rentrent dans la classification de Bosniak et peut-être que vous me réinviterez l'année prochaine pour vous reparler de Bosniak puisque l'équipe de Myrton Bosniak vient de sortir un nouveau papier qui remet en cause complètement les critères qu'il avait donnés il y a plus de 20 ans. Alors, quand est-ce qu'on est embêté ? On est embêté quand on n'a pas nos critères diagnostiques, quand le diamètre de la lésion est trop petit, ou alors lorsque la position de la lésion fait que la prise de contraste du rein adjacent va modifier la densité de la lésion. Mais aujourd'hui, il y a 2 véritables problèmes qui sont apparus. C'est lorsqu'on a du sang dans cette masse, qu'elle soit
bénigne, un kyste, ou qu'elle soit maligne, une tumeur, y compris dans les oncocytomes qui peuvent saigner, et les nouvelles entités comme les papillaires à stroma myxoïde, les papillaires à cellules claires, etc. Alors on va revoir un petit peu les définitions, et on ne mesure les densités que dans les masses de plus de 1 cm. Ça, c'est très très important. Si vous voyez des petites régions d'intérêt, des petits crobars qui sont réalisés, eh bien on ne peut pas mesurer de façon fiable cette densité. Et ça se mesure toujours avant injection, après injection, au temps de cette phase néphrographique. Et c'est certainement pas sur cette phase artérielle qu'on aime tous, parce qu'elle est très belle, c'est très blanc, ça brille. Mais non, ce n'est pas la bonne phase. La bonne phase, c'est celle où le rein est parfaitement homogène. Et ça, c'est un très bon critère que vous pouvez apprécier à l'œil nu. Et on va dire qu'une masse est liquidienne si sa densité est inférieure à plus 20 unitonsfield et supérieure à moins 10 unitonsfield. Donc on a nos définitions. Il n'y a pas de rehaussement si le delta, la variation entre avant injection et au temps de la néphrographie, la densité a varié de moins de 10 unitonsfield. Elle est positive, c'est-à-dire la masse a pris de contraste si c'est plus de 20 unitonsfield. Et vous voyez, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'entre 10 et 20, eh ben, on ne sait pas quoi dire. Et donc c'est là justement qu'on va regarder attentivement nos densités. Alors très souvent, et cette diapositive, j'y ai beaucoup réfléchi, très souvent on a un examen incomplet. Est-ce qu'on peut dire quelque chose? On a un scanner sans injection, on a une boule, elle a l'air bien nette, assez hypodense. Est-ce qu'on peut dire que c'est un kyste? Ben non, pas du tout. On ne peut jamais affirmer que c'est un kyste simple sur un scanner sans injection. Est-ce qu'on peut dire que c'est une tumeur solide parce que sa densité est de 35 ou de 40 unités Hounsfield? Eh bien non, vous ne pouvez pas dire, parce qu'un kyste hémorragique, ça peut être parfaitement homogène et avoir une densité élevée. Donc en pratique, on ne peut rien dire sur un scanner sans injection, et je pense qu'il ne faut rien dire. Il faut être rigoureux, et ce que vous pouvez dire, c'est que si vous pensez que c'est un kyste, il faut faire une échographie simple, et là, vous allez rendre un infini service au patient. Si le scanner est fait avec injection d'emblée, comme c'est très souvent le cas, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben oui, si la densité est très faible, inférieure à 10 unités Hounsfield avec l'injection, eh bien c'est très vraisemblablement un kyste simple dans une population normale. Par contre, si la densité est très élevée, eh bien, supérieur à 70, on voit 100 UH, eh c'est certainement une tumeur solide hypervascularisée. Mais encore une fois, entre 10 et 70, vous avez la majorité des tumeurs qui sont là. Et sur l'IRM sans injection, on ne peut caractériser que le kyste simple quand l'hypersignal T2 est parfaitement homogène et l'hyposignal T1 parfaitement homogène. Donc quand vous avez une boule comme ça, sans injection, non, on ne peut rien dire, 32 UH, c'est une tumeur, c'est pas une tumeur, j'en sais rien. C'est un kyste, ça prend le contraste. Ah non, c'est un temps de néphrographie corticale, je ne peux rien dire, donc je ne dis rien. Et là, 58 UH, mon delta est de plus de 20 UH, en effet, c'est bien une tumeur. Donc attention, ne pas parler de tumeurs bénignes ou de kystes sur des lésions qui n'en sont pas. Alors je vous montre quelques exemples pratiques tirés de notre expérience. Cette femme qui est suivie depuis plusieurs années pour ce kyste. Ce kyste qui n'est pas complètement parfait si vous avez l'œil parce qu'il n'y a pas de renforcement postérieur. Et puis par hasard, c'est un remplaçant radiologue qui réexamine cette patiente dans le cabinet et qui est un peu surpris de voir un petit peu de spot Doppler couleur. Et il nous l'adresse pour l'échographie de contraste. Et vous voyez, ça prend le contraste, c'est très hétérogène. Il y a des portions un peu kystiques dedans. C'est un carcinome à cellules claires. La femme était suivie depuis 5 ans pour cette tumeur qui n'avait pas changé en taille que 1 ou 2 mm sur les 3 dernières années. Donc elle a été opérée et c'est comme ça évidemment qu'on a pu déterminer sa lésion. Quand les lésions sont trop petites, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est difficile de se prononcer. Et dans la population générale, on va dire stop, c'est-à-dire qu'on va dire c'est très vraisemblablement un kyste parce que c'est hypodense, autant de la néphrographie médulaire sur le scanner. Mais si vous avez un doute, c'est l'IRM qui va nous apporter sur les séquences en pondération T2, grâce à sa résolution en contraste, le diagnostic en disant que c'est un microkyste. Et puis de temps en temps, quand on n'arrive pas à trancher, vous voyez cette femme qui est suivie, elle a une néphrectomie gauche pour un carcinome à cellules claires, elle est suivie pour ce kyste cloisonné, puis personne n'a fait attention à cette petite boule, pourtant elle a eu quelques scanners dans sa surveillance, et quand on injecte le produit de contraste, on voit que c'est une tumeur solide. En fait, on suit cette tumeur solide depuis déjà 5 ans, elle a grossi de quelques millimètres, elle est passée de 6 à 11 mm, on continue à la suivre, et quand le moment viendra, on discutera de son dossier en RCP. Donc vous voyez, l'échographie de contraste, là aussi, joue un rôle tout à fait important. Un autre exemple qui est une femme qui vient pour cette douleur lombaire aiguë, et on retrouve cette masse très hétérogène. Sur le scanner, sans et avec injection, ça ne prend pas le contraste, mais on sait très bien que, encore une fois, attention aux masses hémorragiques.
Le contraste est très souvent difficile à détecter. Elle va même avoir son IRM. Et sur l'IRM, on va pouvoir dire que c'est une masse qui correspond à une masse, un caillot dans ce volumineux kyste. C'était simplement un caillot dans ce kyste. Je suis désolé, il va te rester 2 minutes. 2 minutes, il n'y a pas de souci. Donc attention aux tumeurs hypovascularisées. Et encore une fois, attention aux kystes hyperdenses hémorragiques, aux tumeurs hypovascularisées. 17% des papillaires ne prennent pas le contraste. Donc, quand la densité est spontanément élevée, il faut aller faire d'autres examens. Ici, c'est une nouvelle entité, comme un papillaire à cellules claires. Et donc, les tumeurs hypervascularisées ont leur rehaussement masqué, soit par l'œdème, soit par le saignement. Donc, attention à celle-là. Un autre patient qui vient de Belgique, vous voyez, qui a eu un traumatisme, une douleur lombaire aiguë il y a 7 ans, kyste hémorragique. En fait, il est suivi, il a ses IRM et scanners en alternance. Vous voyez que c'est une masse hémorragique et qui est étiquetée de kyste. Mais l'échographie de contraste, évidemment, montre la vascularisation dans ce kyste, alors que ça fait 7 ans que cette masse est suivie et il a été opéré, donc il a confirmé la présence d'un carcinome kystique. Alors voilà un autre exemple aussi où et le scanner et l'IRM sont embêtés. Et vous voyez que la simple échographie nous dit, eh bien, c'est un kyste d'allure banale. Donc en fait, on a 2 situations. Soit la masse est typiquement kystique, soit elle est typiquement solide, soit on ne sait pas très bien ce que c'est. Et quand on ne sait pas très bien ce que c'est, attention aux masses hémorragiques. Et dans ce cas, l'échographie de contraste joue un rôle majeur, alors que l'IRM est souvent mise en difficulté. Donc finalement, quel est le meilleur examen? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est une imagerie multimodale, multiparamétrique qui permet de caractériser les tumeurs du rein. Le scanner, ça reste l'imagerie de référence, mais rôle majeur de l'IRM et surtout rôle croissant de l'échographie de contraste pour les masses hémorragiques et nécrotiques. Pour les masses kystiques, j'en parlerai peut-être l'année prochaine ou une autre fois. En tout cas, regardez bien la classification de Bosniak. Mais pour les bilans préopératoires et les suivis post-opératoires, ça reste le scanner qui est l'examen de référence. Voilà, je vous remercie.